Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, 2021, c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui précisément? Eh bien parce que nous sommes le 5 mai 2021 et il y a 200 ans, jour pour jour, Napoléon Bonaparte mourait en exil sur l'île de Sainte-Hélène à l'âge de 51 ans. Alors c'est vrai que Napoléon est autant admiré que contesté, mais il n'en reste pas moins que c'est un personnage incontournable de l'histoire de France. Et du coup, aujourd'hui, en cette date anniversaire de sa mort, j'avais envie de vous proposer un récapitulatif rapide, un récapitulatif non exhaustif aussi de sa vie, de la vie de celui qui a régné sur la France post-révolutionnaire pendant plus de 15 ans et qui a bouleversé à jamais la société française. Alors commençons par le commencement. Napoléon Bonaparte, de son vrai nom Napoléone Buonaparte, est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Ambitieux, il est engagé très jeune dans les armées de la Première République française, cette république née de la Révolution, et puis, âgé d'à peine 25 ans, il va en devenir général en 1793. Ensuite, Napoléon se fait vite remarquer pour ses faits d'armes. Que ce soit en campagne en Italie d'abord, puis ensuite en Égypte, le général Bonaparte va briller par ses exploits militaires. Il se fait alors une place importante auprès de la haute société française du Paris post-révolutionnaire, mais aussi auprès du peuple français qui va admirer ce soldat de la Révolution devenu général. Et puis c'est alors qu'intervient le coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799 dans notre calendrier, ce coup d'État dont Napoléon est l'un des principaux protagonistes. À la suite de ce coup d'État du 18 Brumaire, il est nommé premier consul et il va donc prendre la tête du pouvoir. En 5 ans, il va alors réussir à remettre la France sur pied après les 10 années de troubles révolutionnaires. Les finances, l'administration, l'État, l'économie et la société sont reconstruits et c'est à cette époque qu'il va instaurer le Code civil que l'on utilise encore aujourd'hui. Pour information, la liste n'est pas exhaustive, mais on lui doit aussi, entre autres, la création des lycées, la création du baccalauréat et des universités, la création de la Légion d'honneur, la création des départements ou encore celle de la numérotation des rues, pair d'un côté et impair de l'autre, et puis celle du ramassage des ordures. Par la suite, alors que la paix est donc rétablie à l'intérieur et à l'extérieur du pays, les Français vont accorder toute leur confiance à Napoléon, qui est ainsi nommé consul à vie le 2 août 1802, et ensuite, après l'adoption d'une nouvelle constitution par plébiscite, Napoléon va instaurer le Premier Empire. Il va alors être sacré empereur des Français par le pape Pie VII à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804, en même temps que sa femme Joséphine, qu'il a épousée en 1796 et qui va également être sacrée impératrice. Alors malheureusement pour Joséphine, Napoléon va demander le divorce en 1809 quand il va s'apercevoir qu'elle ne peut lui donner d'héritier, et il va se remarier en 1810 avec Marie-Louise d'Autriche qui lui donnera, elle, un fils, le roi de Rome. Ce fils qui malheureusement mourra en 1832 sans permettre d'assurer la continuité de la dynastie impériale. Alors continuons sur l'histoire de Napoléon Ier. Sous le Premier Empire, les libertés vont être vite restreintes. Une monarchie impériale va être instaurée avec la création en 1808 d'une noblesse d'empire ouverte au mérite et au talent, et puis la bourgeoisie va se développer avec le commerce et l'industrie. La France connaît alors une prospérité économique qui va conduire à une croissance démographique importante, et avec tous ces hommes, Napoléon Ier va enfin pouvoir former une grande armée, cette grande armée qui va satisfaire son désir de pouvoir européen. En effet, Napoléon voudrait que la France retrouve sa puissance internationale, et dans ce sens, sa politique extérieure va consister notamment à contrer la Grande-Bretagne, cet empire directement concurrent de la France en termes de puissance économique et politique. Il va alors renforcer les frontières naturelles de la France, il va construire son grand empire par la conquête de nouveaux territoires et ainsi dominer l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et puis s'allier avec l'Empire de Russie. Ces États que je viens de citer, qu'on appelle des États vassaux, vont devoir appliquer le Code civil français et ils vont être gouvernés par la famille et les proches de l'empereur qui va placer comme ça ses pions un peu partout en Europe. Mais alors rapidement, les nations européennes, qui sont pour beaucoup encore des monarchies, vont s'inquiéter et ne vont pas vraiment aimer cet empereur en qui ils voient encore ce soldat anti-royaliste de la Révolution française. C'est alors que l'Empire va se fragiliser de l'intérieur au fur et à mesure que la crise économique, religieuse et sociale va s'installer en France. Les ennemis extérieurs vont alors saisir l'occasion pour ranimer les nationalismes sur leur territoire et puis contester le pouvoir de Napoléon Ier. C'est donc là le début du déclin de l'Empire de Napoléon qui va s'illustrer tout particulièrement avec la défaite de la France dans la guerre qu'elle a engagée contre la Russie en 1812. Nous sommes maintenant en 1814, et après des années de conquête victorieuse en Europe, Napoléon va faire face à la coalition des puissances européennes qui vont donc se liguer contre lui et envahir la France. L'empereur va tenir tête aux coalisés, mais il va finir par plier face au nombre, et le 30 mars 1814, Paris va capituler. Le 2 avril, le Sénat va voter la déchéance de Napoléon Ier, qui se réfugie alors à Fontainebleau. À Fontainebleau, il va être contraint d'abdiquer 2 fois en 2 jours, le 4 avril d'abord en faveur de son fils, le roi de Rome, puis le 6 avril où il renonce définitivement au trône pour lui et sa famille. Napoléon est anéanti, il est reclus dans sa chambre de ses appartements privés de Fontainebleau, il va alors tenter de se suicider dans la nuit du 12 au 13 avril 1814.
il va échouer et il est alors contraint de quitter la France pour un exil sur l'île d'Elbe au large de la Toscane en Italie. Le 20 avril 1814, il va mettre en scène ses adieux, il convoque sa garde et après une longue et mémorable descente du célèbre escalier en fer à cheval de Fontainebleau, il va prononcer un discours poignant devant ses soldats dans la cour d'honneur, cette cour d'honneur du château qui devient alors pour l'histoire la célèbre cour des adieux. À partir de là, en France, c'est la période de la Restauration qui va s'ouvrir. Cette restauration avec le retour sur le trône d'un roi, Louis XVIII, qui n'est autre que le frère de Louis XVI. Mais Napoléon n'a pas dit son dernier mot, et finalement il réussit à s'échapper d'exil, et entre le 1er et le 20 mars 1815, il va remonter vers Paris pour reprendre le pouvoir. Sur le chemin, il va s'arrêter à Fontainebleau pour la dernière fois de sa vie, le 20 mars 1815, avant de regagner Paris, où il va de nouveau régner pendant une période qu'on va appeler les 100 jours. Finalement, après ces 100 jours de règne, le 22 juin 1815, dans son bureau de l'Élysée, il va devoir abdiquer une nouvelle fois après la célèbre défaite contre la coalition européenne à Waterloo, en Belgique, le 18 juin 1815. Il se réfugie alors sur l'île d'Aix, en Charente-Maritime, avec l'idée de fuir aux États-Unis, mais il va être berné par les Britanniques qui vont le conduire à sa perte. Les Anglais vont en effet lui proposer l'asile sur leur terre, donc en Grande-Bretagne. Napoléon va donc les suivre jusqu'en Angleterre, mais malheureusement pour lui, il ne descendra jamais du bateau et en réalité, les Anglais vont l'emmener en exil forcé sur l'île de Sainte-Hélène, en plein océan Atlantique Sud. Il est alors astreint à résidence à Longwood House, qui sera son dernier lieu d'habitation, puisque comme vous le savez, le 5 mai 1821 à 17h49, il va décéder à l'âge de 51 ans. Alors concernant sa mort, on raconte souvent qu'il aurait été empoisonné par les Anglais, mais il semble qu'il soit finalement décédé des suites d'un cancer de l'estomac. Napoléon souhaitait reposer en France, sur les bords de Seine, près du peuple parisien qu'il aimait tant, mais il faudra attendre 1840 pour que ses cendres soient finalement rapatriées en France, là où elles reposent aujourd'hui encore, sous le dôme des Invalides, à Paris. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez plus sur Napoléon. J'ai essayé d'être concis, donc j'ai dû faire quelques raccourcis, mais sachez qu'il y a encore énormément de choses à apprendre et à découvrir sur lui. Pour ça, d'ailleurs, quand les musées vont rouvrir, je vous invite à vous rendre à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Vous pourrez découvrir cette exposition inédite consacrée à Napoléon qui va se tenir jusqu'au 19 septembre 2021. Et puis je vous recommande aussi bien sûr de vous rendre au château de Fontainebleau, où vous en saurez plus sur l'empereur à travers la visite du château justement, mais aussi grâce au musée Napoléon qui rassemble beaucoup d'objets et beaucoup d'informations le concernant. Enfin, bien sûr, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver ma visite guidée du château de Fontainebleau dans les articles et les podcasts dédiés. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et je vous dis à très bientôt.